Cergy Pontoise à son personnel, un questionnaire que on va voir dans un instant pour officiellement aider à alerter sur d'éventuels comportements de radicalisation. Alors qu'est-ce qu'on peut y lire? Il y a plusieurs items qui sont considérés comme signaux d'appartenance. Par exemple, à apparence physique, est-ce que vous avez constaté un changement de tenue vestimentaire? Pour un homme, le port d'une djellaba ou le port d'un pantalon dans les jambes s'arrête à mi-mollet. Autre item, la réintégration ou la réappropriation dans une pratique religieuse. Par exemple, l'arrêt de consommation de boissons alcoolisées, l'arrêt soudain de consommation de nourriture à base de porc. Et puis alors, ensuite, défense de nouvelles convictions. Et là, intérêt soudain pour l'actualité nationale et internationale, intérêt soudain pour la religion, changement de discours au discours prosélyte. Devant le tollé que ça a suscité, l'université de Cergy Pontoise a fait un tweet pour s'excuser. Elle a retiré le document et elle s'excuse, je cite, d'avoir heurté ou choqué certaines personnes. Est-ce que vous avez été heurté? Est-ce que vous avez été choqué, mon cher Christophe? Je suis... c'est l'enseignant, oui, c'est pour ça que je lui pose la question. Oui, dans cette affaire, je crois que les signaux faibles... Personne ne sait ce que c'est. Est-ce que la barbe de Denis Olivier est suspecte ou ne l'est pas? Alors, dans le questionnaire, non, parce qu'il a une moustache. Voilà, dans le exactement. questionnaire, il ne faut pas avoir de moustache. Bon, alors, Vincent Couture a une barbe plus courte, donc il est moins musulman. Non, d'une part, c'est très peu clair. D'autre part, c'est impraticable, comme on vient de le voir, parce que dès qu'il y aura ce genre de signalement, il y aura un tollé général. Et surtout, je l'avais déjà dit sur ce plateau, là, il y a, à mon avis, une contradiction totale sur la question de la fameuse vigilance. C'est dangereux. Si vous repérez et si vous signalez, c'est dangereux. Oui. Pour une raison très simple, pour une double raison. La première, c'est que vous signalez, je vous signale que vous donnez votre nom et votre adresse. Deuxièmement, et on a des cas tous les jours, si vous signalez, vous risquez d'être attaqué en diffamation et vous aurez contre vous très probablement le parquet. Donc, on l'a vu dans X affaires. Donc, dans cette affaire, je dirais qu'on a visiblement une question d'ordre public. Et là, le libéral que je suis, au sens vraiment philosophique du terme, dit « ceci est de la responsabilité de l'État ». C'est même la première des libertés garanties par le libéralisme. La sécurité, dans cette affaire, c'est impraticable, c'est peu clair et c'est dangereux pour ceux qui feraient des signalements. On l'a bien vu, regardez, les autorités de Cergy Pontoise sont mises en cause et je ne suis pas certain qu'il n'y aura pas un dépôt de plainte contre l'université. Attendons de voir. Denis Olivier. Oui, non. Moi, je pense que comme on a été extrêmement, comment dirais-je, faible dans la riposte collective républicaine à la montée de l'islamisme radical, de crainte légitime de se faire accuser de racisme, de discrimination à l'égard d'une partie de nos compatriotes ou de gens qui vivent tout à fait légitimement sur notre sol, ce terme qui a surgi d'islamophobie, qui vous retient de toute remarque. Et donc, comme on est collectivement faible, qu'on a peur de se faire accabler, accuser, terroriser, mais pas terroriser pour des raisons physiques, intimider intellectuellement à l'idée de dire les choses comme elles sont, de dire, moi par exemple, je considère, je pense que le droit français donne la liberté de porter le voile. Moi, je considère que la discrimination entre les hommes et les femmes est une atteinte aux droits fondamentaux de la République. Donc, j'estime avoir le droit de le dire. Si on avait été plus courageux collectivement dans la dénonciation des méfaits de l'islamisme, dont je précise d'ailleurs qu'il est d'abord nuisible pour une partie large de la communauté musulmane qui vit en France, puisque, d'après les sondages, 30% des musulmans déclarent ou 27% que la loi religieuse est supérieure à celle de la République. Ça veut dire que 70% d'entre eux considèrent que c'est l'inverse. Et donc, ils sont les premières victimes, eux, ceux de nos compatriotes qui, quoique pratiquant l'islam, le considèrent comme parfaitement compatible avec les lois de la République et les respectent, sont les premières victimes des excès d'une fraction radicalisée et qui, elle, est en rupture de banc avec la République. Donc, si on était plus ferme, de manière générale, avec ce danger, on aurait moins peut-être à se poser de questions de cette nature. C'est vrai que envoyer des questionnaires pour repérer c'est quand même dangereux, parce qu'il peut y avoir parmi ceux-là des gens qui, par ailleurs, pratiquent un islam fondamental sans être menaçants pour la République. Donc, ça m'inquiète. Les signaux faibles, quelle blague, on peut en voir partout. Je trouve c'est ce que nous dit Citoyen Parleur. Ça doit être le cousin de Citoyen Payeur. Ça vous me répondez sur le chat. Babino nous dit « Je trouve ce questionnaire très maladroit. Ce n'est pas aux citoyens lambda de dénicher des potentiels terroristes. » Est-ce que c'est votre point de vue, Eugénie ?
Oui, je trouve que c'est pas son rôle. On ne peut pas ne pas penser à l'affaire des fiches, vous savez, où la République, au début du siècle, 1900-1904, avait fiché tous les officiers de l'armée française qui étaient catholiques, et il y avait marqué par exemple VLM va à la messe, VLM avec un livre, va à la messe avec un livre, a assisté à la première communion de sa fille, etc. Et c'était même pas de la radicalisation, c'était juste aller à la messe. Et c'était extrêmement violent. Ça nous permettra de recommander l'excellent livre de Jean Sévilla, quand les catholiques étaient hors la loi. Non, mais c'est vrai, quand on voit souvent la promptitude avec laquelle la communauté musulmane, enfin certains membres de la communauté musulmane dénoncent une islamophobie d'État, on a envie de leur rappeler ces précédents historiques pour montrer que les catholiques aussi ont souffert de la République, bien plus de l'État. Bien plus, les congrégations, etc. Qu'aujourd'hui, après, je trouve ça extrêmement maladroit parce que c'est aussi une forme de démission de l'État qui, en effet, demande aux citoyens de faire son travail. Et je veux dire, souvent, on a le signalement, on sait que les gens sont radicalisés. Prenons Michael Harpon, par exemple, il avait été déjà fiché, enfin signalé. Donc le problème, c'est une fois que le signalement a été fait, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les conséquences du signalement ? À mon avis, c'est ça le vrai sujet. Xavier, si vous ne partagez pas le point de vue qui vient d'être unanimement exprimé, vous me le dites. Et sinon, je passe à la deuxième question. Non, je partage le point de vue qui a été unanimement exprimé. Je dirais simplement qu'on entre, si l'on se laisse aller à ce genre de pratique, dans une atmosphère de délation qui est quand même propre à l'histoire de France et qui a marqué notre parcours d'histoire sombre, et de volet sombre de la République. De la terreur à l'occupation. J'ajouterais simplement qu'on parlait, c'est quoi un signal faible ? Il y a suffisamment de signaux forts pour que l'État, qui a l'arsenal nécessaire, traite les signaux forts. Et même de Gonesse, il était en plein signal fort. On ne l'a pas viré, on ne l'a pas ramené à la frontière. Et j'ajoute qu'on parlait tout à l'heure de nos amis kurdes, qui sont lâchés et qui vont peut-être mettre dans la nature un certain nombre de porteurs de signaux très très forts. Oui. Il faut qu'on serait bien heureux de contrôler dès aujourd'hui. Alors, moi j'ai entendu votre condamnation. Vous avez peut-être donné un début de réponse, Xavier, parce que la question, et c'est pour ça qu'on l'a reposée aujourd'hui, c'est comment on détecte sans faire de dénislamisme, comme disait Alexis Brézé, ou comment on alerte sans faire de la délation ou de la paranoïa. C'est le problème. Mais la question, est-ce que c'est vraiment celle de l'alerte ? Parce que à chaque fois, très souvent, quand quelqu'un a fait un attentat, on avait déjà des signalements. On savait qu'il avait été radicalisé. Ce que vous voulez dire, c'est que l'alerte n'est pas suivie. Moi, je pense que c'est le problème, c'est que quand on a l'alerte, quand on voit, et qu'il était, regardez l'imam de Gonesse, j'en parlais, il a dit publiquement qu'il n'était pas Charlie, il a été l'objet d'une expulsion, et cette expulsion n'a pas été menée en boucle. Donc moi, je pense que le problème, il est politique. C'est pourquoi, une fois qu'on a l'alerte, des décisions ne sont pas prises. C'est pas la question de l'alerte. L'alerte, elle est là. Non, je crois qu'il faudrait qu'on arrive, qu'on parvienne, pas facile, c'est un vœu pieux, mais qu'on parvienne à exprimer collectivement le souhait que les valeurs de la République, de manière non agressive, non discriminatoire, non raciste, à l'égard de ceux de nos compatriotes qui pratiquent l'islam, il faudrait qu'on arrive à dire cependant publiquement et collectivement que la République française, que nos valeurs sont hostiles à un certain nombre des traits caractéristiques de la partie radicale de cet islam et qu'il est incompatible avec les valeurs de la République. Il faut qu'on le répète collectivement d'une manière calme. Et quand ce travail sur les mentalités aura été fait, ou sur l'expression publique, ce sera peut-être plus simple. Déjà, ça permettra à ceux de nos compatriotes qui sont musulmans mais qui ne partagent pas du tout cet islamisme radical de pouvoir l'assumer. Aujourd'hui, ils craignent d'être des jaunes, de dénoncer, de participer. J'aimerais que les musulmans pacifiques s'expriment davantage. Mais oui, mais comme ils sont pris dans une attaque dont ils pensent qu'elle est raciste, et ils se disent je ne vais pas participer à une attaque raciste ou une attaque discriminatoire. Donc si on était capable d'exprimer de manière calme, positive et ouverte le fait qu'on accepte parfaitement la pratique de la religion en France, qu'elle soit islamique, enfin qu'elle soit musulmane, catholique, juive, protestante ou de quelque nature qu'elle soit, dès lors qu'elle est compatible avec les lois de la République et qu'elle les reconnaît, je crois qu'on aurait fait un grand pas. Et ça me paraît transpartisan, transcourant et devant faire l'objet d'un consensus. C'est fondamental, les 70% dont parlait tout à l'heure Denis, 70% de musulmans qui se sentent vivent dans une république dont le droit s'exprime et s'exerce pleinement pour leur vie quotidienne, et leur religion étant vécue en parallèle, mais dans le respect du droit et dans le respect de la République, ne les amenons pas à remettre
cette conviction en cause. Et c'est justement dans la chasse aux signaux faibles, la désignation d'un ennemi qui est dans une sorte de brouillard, dans une brume bizarroïde, c'est là que l'on fabrique des hostilités chez les générations qui viennent, qui se succèdent et qui se disent, dans le fond, nous sommes désignés du doigt, quoi que nous fassions. Oui, moi je vais tout à fait dans le même sens. Je voudrais quand même signaler que cette proportion, juste pour les faits, que cette proportion un peu radicale augmente, qu'elle est surtout très forte chez les jeunes, où on approche les 50% là. Donc il faut faire un petit peu attention. Et d'autre part, je suis en plein accord avec ce qu'a dit Denis Oliven, mais à l'homme des médias, je pose la question. Les 3/4, et je suis généreux, des médias français ou aux universitaires français, dont je suis, les 3/4 des universitaires et les 3/4 des médias disent le contraire de ce que vous dites, c'est-à-dire tiennent un discours de complaisance vis-à-vis de l'islam radical. Il faut quand même le dire, c'est-à-dire qu'on... Un discours de complaisance, oui, ou plutôt pas de discours du tout, mais par exemple, de peur, on dit, justement, on dit islam égale voile. Des accusations d'islamophobie. Dans ces espèces de fiches. Et ce sera la conclusion. Oui, de fiches, on mélange des choses qui sont anodines avec des choses très très graves. Par exemple, ne pas serrer la main d'une femme. Dans un service public, quelqu'un qui ne serre pas la main d'une femme, moi je trouve ça problématique. Et en effet, là, il faut prendre des mesures. On ne peut pas tolérer que, par exemple, un conducteur de bus RATP refuse de parler aux femmes, par exemple. Ça, c'est intolérable. Et là, prenons des mesures, parce que ces gens-là, on les connaît, ils sont identifiés, ça se sait dans les services, mais on ne fait rien. Là, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour dire que c'est intolérable. C'est le suivi qui est abandonné. Donc, encore une fois, c'est le rôle des entreprises, notamment des entreprises publiques, et de l'État, qui se défausse un peu facilement. Il y a le rapport Viard, qui est quand même très inquiétant, et qui montre effectivement la montée de l'islamisme radical dans les services publics. Ça, évidemment, cette mission parlementaire, il faut la lire dans le détail, elle est quand même assez inquiétante. Et les mesures qui avaient été préconisées, qui n'ont pas toujours été prises derrière, et c'est une émission d'ailleurs que l'on avait fait spécifiquement sur la question, qui est à retrouver sur la page décrypteur de Figaro Live. Selon vous, est-il possible de repérer en amont les potentiels terroristes? C'est la question que vous posez sur Twitter, #Figaro Live, #décrypteur. Vous répondez oui à 57%, non à 43%. Et effectivement, le débat nous a permis de voir combien c'était délicat et de voir justement sur les critères qu'il était important d'abord de se mettre d'accord avant de pouvoir mener une réflexion sur ces questions-là.